Le marketing, pour moi, c'est vraiment de l'amplification. Tous les canaux qu'on a, c'est tout de l'amplification d'une grande idée. Tu as la grande idée derrière ton produit ou ton entreprise. Et le marketing, ton but, c'est de l'amplifier un max pour que ça résonne avec les gens et puis qu'ils viennent chez toi plutôt qu'un autre. Ce que j'aime beaucoup faire, mais j'ai beaucoup de mal à le faire passer aussi parce que les gens comprennent pas au début, c'est juste, j'arrive dans ton entreprise, on commence à bosser ensemble, tu me donnes 5, 10 de tes meilleurs clients, puis je les appelle en fait. Nous, on comprend la valeur de ça. Eux, ils comprennent pas. J'ai aucun doute sur le fait que la confiance va être de plus en plus compliquée. C'est déjà le cas à créer avec Internet. On va revenir, je pense, à des formats qui vont être beaucoup plus présentiels, beaucoup plus dans la relation vraie. Puis quand je dis vrai, c'est en s'appuyant sur des signaux que c'est vraiment une vraie personne. Même un WhatsApp, maintenant, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment lui? Donc pour moi, en fait, c'est le palpable qui va devenir l'élément de réassurance principal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a la chance de recevoir Christophe Schranz, qui est Fractional CMO. Donc, qu'est-ce que c'est un Fractional CMO? En fait, c'est un responsable marketing, un Chief Marketing Officer, qui va déployer son temps sur différentes sociétés. Et il va être, d'une certaine manière, à temps partiel avec ces différentes boîtes. Donc, il a une vision assez intéressante du marketing parce qu'il parle avec des industries, des types de boîtes différentes, des tailles différentes. Et avec lui, on va parler bien évidemment de marketing, de paid, de comment est-ce qu'il structure et sa vision du marketing aussi avec ces différentes boîtes. Comment est-ce qu'il met d'abord une stratégie en place avant de passer à l'exécution et justement l'importance en fait de poser une stratégie, ce qu'on fait presque plus aujourd'hui en marketing, avant d'aller sur l'exécution, aller dans les tactiques et dans les techniques, mais vraiment avoir cette vision en amont. Donc conversation passionnante avec Christophe, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Bienvenue dans Shift. Christophe, bienvenue. Merci. Un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Écoute, pour commencer, l'idée est déjà de comprendre un petit peu ton rôle. Tu as un rôle un peu différent des gens qu'on a eu sur le podcast, qui sont des CMO dans une agence, etc. Toi, tu as ce rôle qu'on appelle Fractional CMO. Est-ce que déjà tu peux nous l'expliquer un peu plus en détail, en quoi ça consiste? Et puis après, on rentrera dans plusieurs détails. Donc, le Fractional CMO, c'est un CMO part-time, donc c'est un chef marketing à temps partiel ou fractionné, c'est les deux définitions qu'on a. Et à l'inverse d'un CMO qu'on peut retrouver au sein d'une structure qui a déjà des ressources marketing, moi je vais intervenir sur des cas généralement de boîtes plus petites qui n'ont pas forcément de ressources en interne pour pouvoir gérer leur market, ou en tout cas l'aspect stratégique plus l'exécution. Et du coup je vais arriver avec cette position de stratège et d'exécutant où finalement je vais prendre en charge l'intégralité de la stratégie, je vais l'appliquer. Donc en partie ou complètement moi-même, mais souvent à l'aide de prestataires, d'agences pour s'occuper de choses plus spécifiques. Et du coup, j'ai vraiment cette position de je prends le lead sur la stratégie et après je l'exécute avec ou sans prestataire. Et ça, selon les entreprises, tu as différents types de part-time, ou est-ce que certains c'est 20%, d'autres c'est 50%? Enfin, comment ça marche au niveau de comment tu choisis ça avec les boîtes avec lesquelles tu bosses? Alors, le process il est toujours le même. Quand je découvre l'entreprise, on va fixer une stratégie. Et puis, je vais vite me rendre compte. C'est souvent aussi une question de taille d'entreprise et puis où est-ce qu'ils en sont dans leur marketing, ce qu'ils ont fait aussi par le passé. On va vite se rendre compte en fait de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qui reste à faire. De ça, on va définir des priorités. Puis en fonction de ces priorités, on va définir un cahier des charges. Et puis ce cahier des charges, on va l'exécuter. Donc, je ne le vois pas forcément tellement comme une notion de temps ou de 20% par-ci, 30% par-là, mais c'est plutôt sur, on définit où est-ce que l'entreprise elle veut aller, donc d'un point de vue aussi chiffré en termes d'objectifs. En fonction de ça, on définit les 3, 4, 5 meilleurs leviers, actions et stratégies qu'on peut mettre en place. Et puis de là, on exécute. Donc selon les périodes, il va y avoir beaucoup de choses, parfois un peu moins. En général, quand il y a l'onboarding d'un nouveau client, il y a aussi pas mal de choses d'un point de vue plutôt, on va dire, fondamentaux marketing à revoir, du positionnement, du messaging ou ce genre de choses-là. Donc, au début, il y a un peu plus. Puis après, le campagne continue, les actions continuent où on va venir simplement exécuter la strat périodiquement avec des campagnes qui seront n'importe quoi, mais Noël ou Black Friday ou autre. Et puis des actions donc à la fois ponctuelles, à la fois continues, qui vont tendre à atteindre l'objectif. Tu bosses avec donc plusieurs boîtes de tailles différentes, j'imagine, même si, comme tu disais, c'est potentiellement des plus petites boîtes, c'est pas des corpos, mais ça pourrait, mais là, dans le cas présent, c'est pas des corpos, mais des plus petites boîtes dans des secteurs différents, dans des industries différentes. Est-ce que malgré tout, tu vois ces derniers
on va dire, ces dernières années, des défis que ces boîtes ont en termes de marketing qui sont, on va dire, plus ou moins les mêmes, même si c'est des industries différentes? Donc l'enjeu, il est souvent le même. Souvent, la situation initiale, c'est quoi? C'est le fondateur ou l'entrepreneur qui a tout fait lui-même, qui a atteint qui atteint un plafond de verre qui finalement, soit il n'a pas les compétences pour aller au niveau suivant, soit il n'a pas le temps, soit il n'a pas les ressources. Donc c'est un peu les différents scénarios. Et donc ça, c'est déjà une similarité entre à peu près tous. C'est qu'à un moment donné, ils sont coincés, ils ne savent pas comment aller à l'étape d'après, et puis ils ont besoin d'une expertise un peu plus approfondie. C'est ça qui fait aussi la différence avec les plus grands comptes, qu'en général, les plus grands comptes, ils ont déjà les compétences en interne, donc ils n'ont pas besoin d'avoir cet aspect stratégique aussi en interne, parce que voilà, le CEO, pardon, il a déjà testé plein de choses, et puis il a des angles morts qu'il ne voit plus, en fait, puis ce qui a fonctionné par le passé, ça ne fonctionne plus forcément pour aller chercher les stades d'après. Puis c'est là où, du coup, la vision nouvelle et stratégique, elle est intéressante, parce que ça vient mettre une lecture avec un œil nouveau et avec un socle de compétences qui n'est pas les siennes, en fait. Donc là, tu parles de 2 niveaux différents. Déjà, il y a on va dire le plafond de verre qui déjà, tu pourras dire est-ce qu'ils sont tous au même niveau ou pas. Puis après, tu as l'autre niveau où il y a déjà une équipe en place et puis tu arrives en tant que stratège, conseiller. Tu peux expliquer un petit peu la différence du défi, parce que j'imagine que dans le niveau un peu plus petit, tu es un peu plus homme à tout faire et tu arrives avec la compétence, enfin la casquette stratège, mais aussi exécutant. Et le niveau plus élevé, tu arrives peut-être plus avec une casquette stratège. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est principalement une différence, j'ai envie de dire, humaine, là où, dans une structure où on va bosser directement avec le fondateur ou l'entrepreneur, c'est celui qui a en général là aussi fait la démarche d'être accompagné ou de faire appel à ce type de service-là. Donc il est conscient du besoin, il sait pourquoi on le fait, et c'est lui aussi qui investit, c'est le décideur. Donc lui, il est incentivé, il est dans le process très impliqué, là où parfois, avec des équipes, le fait d'arriver en tant que stratège externe, ça peut créer certaines frictions sur l'adoption de certaines stratégies. Et donc, il faut arriver avec un peu plus de minutie, j'ai envie de dire, dans une structure où il y a déjà une force de frappe à l'interne, pour ne pas trop bousculer les gens, pour ne pas non plus aussi les mettre en danger ou faire en sorte qu'ils se sentent en danger, parce que ça peut clairement être perçu comme ça, je vais perdre mon poste ou autre, alors qu'en fait, non, moi j'arrive avec une casquette de, on est tous dans la même équipe, sales, market, enfin peu importe, mais le but c'est de développer l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Et je pense que le gros enjeu, il est vraiment là dans une équipe avec des collaborateurs qui sont déjà présents, c'est de faire comprendre que c'est pas le gars qui débarque qui va imposer sa loi en croyant savoir, mais c'est vraiment d'arriver avec une approche plus douce, avec plus une position de support que ok, bon, c'est comme ça que ça va se passer et puis moi je sais tout, quoi. Tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Comment tu gères du coup toi la partie exécution, dans le sens, j'imagine que toi tu as aussi tes compétences précises en disant là moi je suis bon dans A, B, C, mais ce qui sort de ça, j'ai peut-être d'autres gens avec qui je bosse. Comment toi tu gères ça? Est-ce que tu as un pool de personnes, d'agences, tu parlais avant, avec qui tu travailles, des freelances avec qui tu travailles? Tu t'es créé ce réseau-là. Comment ça fonctionne après, une fois que voilà, tu as défini qu'il y avait une certaine boîte qui avait besoin d'une compétence spécifique que tu maîtrises pas forcément? Comment tu structures ça? En général, il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est j'ai des compétences pour, Pareto, générer les 80% avec le 20% d'effort, ce qui permet juste de craquer une première fois le canal ou la stratégie pour passer du niveau 0 au niveau 1 ou du niveau 1 au niveau 2. Ça, c'est le premier scénario où, au bout d'un moment, quand moi, mes compétences ne suffisent plus puis qu'il faut vraiment avoir des spécialistes, là, je vais chercher des spécialistes avec un réseau qui est constitué ou via l'appel d'offres ou ce genre de choses. Et le deuxième scénario, c'est celui où en fait, je me rends compte que d'entrée de jeu, en termes d'exécution, moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je ne maîtrise pas du tout. Et dans ce cas-là, même process, j'ai des gens dans mon réseau ou alors appel d'offres pour aller vraiment d'entrée de jeu sur du très spécifique puis du très, très poussé d'un point de vue technique et métier aussi. Ok. Et par curiosité, juste pour que peut-être les gens qui nous écoutent se rendent compte, un fractional CMO comme toi, tu gères combien de clients en même temps à peu près? Ça va varier par période, ça va aussi varier par
scope de gestion. Donc certains clients, on va gérer l'intégralité du marketing. Certains, ça va être que des périmètres. Donc ça dépend un peu. Mais une personne seule, en fonction de la taille du business et du scope, on peut gérer jusqu'à, je dirais, 4-5 clients avec une notion de proactivité. Oui, c'est Là, ça. du coup, Parce que on sinon, tu prend la subis. responsabilité. Si Exactement. tu montes à 10, tu subis. Exactement. Puis là, du coup, vu qu'on a la position aussi de lead, c'est que du coup, tu dois, à un moment donné, faire la stratégie, mais tu dois délivrer derrière. Et puis, si le client ne répond pas, ben là, c'est toi qui dois le pousser, qui dois le relancer. Donc, en gros, tu prends quand même une belle charge mentale. Et si tu as trop de clients ou vite trop de clients, ben, soit tu t'éparpilles, soit au final, ce que tu avais dit que tu ferais, tu ne le fais pas. Soit la qualité, elle est réduite, quoi. Donc, je pense que le sweet spot, ça doit être autour de 4-5 entités sur lesquelles tu as le lead, quoi. Oui, une question de bande passante. Moi, c'est à peu près Ouais. la réponse à laquelle je m'attendais. Et donc, ça confirme un peu ça. Mais sur les différents clients que tu as, est-ce que le rôle du marketing dans ces boîtes-là est toujours le même? Ou est-ce que tu vois des différences d'une structure à l'autre? Certains, ils utilisent vraiment le marketing plus pour travailler sur la notoriété, la confiance. D'autres, c'est de la performance pure. C'est quoi un peu les différents scénarios que tu as? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est pareil? Complètement différent à chaque fois. Oh. Donc, ça dépend beaucoup du domaine, ça dépend beaucoup du business model aussi. Par exemple, une FIDU, ça peut être beaucoup de la relation, ça va être beaucoup de l'expansion de compte. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'upsell, comment est-ce qu'on fait du cross-sell, comment est-ce qu'on vient sur le long terme fidéliser puis faire en sorte d'augmenter le panier moyen puis la lifetime value. Dans d'autres business, ça va être de la performance pure et dure. Donc, les canaux, c'est pas du tout les mêmes qu'on va activer. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est la richesse de voir des cas comme ça différents. C'est qu'au final, une stratégie qui marche pour quelqu'un, tu vas la pousser un peu plus loin encore une fois, si je prends la FIDU, dans le secteur de la FIDU où c'est très très relationnel, très très joué sur l'effet de réseau ou ce genre de choses, que tu peux appliquer à d'autres cas, mais en sachant que typiquement du Google Ads, pour eux, très local, avec leur business model, avec leur manière aussi d'être, de se marketer, de communiquer, tu sais d'avance que ça ne va pas forcément être le levier le plus pertinent. Ouais. Donc c'est intéressant, toi tu apprends forcément du coup de tous ces différents cas, ça te permet de cross-conseiller certaines boîtes en fonction de l'expérience que tu as. Ah, ce truc-là, il a bien marché dans une, essayons peut-être un truc similaire dans l'autre en adaptant évidemment avec les messages, etc. Ça, tu fais beaucoup ou enfin, à quel point tu peux vraiment utiliser ce que tu apprends d'un côté et de l'appliquer de l'autre? Je pense que ça dépend beaucoup de base du marché cible, parce que finalement, c'est le marché cible qui va définir, et le produit qui vont définir la stratégie à adopter. Et typiquement, dans du B2B, tu vas pouvoir jouer sur les grands mêmes leviers. Dans du B2C, tu vas pouvoir jouer sur les grands mêmes leviers. Moi, j'ai une catégorie de clients par affinité, je pense, et puis c'est là où je pense qu'on on est meilleur. C'est sur des parcours d'achat qui sont généralement relativement longs, voire sur du parcours d'achat complexe, donc qui demandent beaucoup de confiance, qui demandent des touchpoints multiples. Donc typiquement, c'est complètement différent de l'e-commerce où tu vas avoir des cycles d'achat très courts, potentiellement avec du réachat derrière. Là, il y a des business que j'accompagne où typiquement dans la formation, tu dois capter la personne, elle se forme, puis après, elle ne va pas forcément se reformer ou se reformer chez toi. Donc la durée de vie de ton client chez toi, elle est très courte, puis elle est liée à un gros produit. Là où typiquement sur de la location de machines industrielles ou de chantier ou d'entretien d'espace vert, tu vas avoir une relation sur toute la durée de vie théoriquement de l'entreprise où elle a besoin de louer du matériel. Scarificateur, une tondeuse, une midi-pelle pour aller sur un chantier. Du coup, là, tu dois être présent tout le temps. Tu dois avoir un service qui tient la route. Tu dois communiquer aussi ce que tu fais bien pour que les gens y reviennent au fil du temps. Et puis, du coup, pour répondre à ta question, oui, il y a des patterns qui se regroupent entre les différents clients, entre les différents secteurs des clients. Et du coup, tu peux pas dupliquer, mais tu peux t'inspirer de stratégies qui ont bien fonctionné chez un pour le mettre chez un autre. Et ça peut fonctionner ou ça peut pas du tout fonctionner. Ouais, Ça donne une piste, mais ça donne une piste ou une idée à aller Exact. tester, quoi. Tu parlais d'un truc qui est intéressant, justement, c'est ces clients qui ont des cycles de vente longs. On en a parlé juste avant, enfin, je sais pas si c'est des problèmes, mais les modifications dans l'attribution aujourd'hui. Comment sur un
client qui a un cycle de vente long, comment est-ce que vous réfléchissez à l'attribution? Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, avec des fenêtres d'attribution, je dis n'importe quoi, sur certaines plateformes de 7 jours, etc., tu peux pas vraiment le traquer, donc tu sais que ça va prendre du temps. Euh, comment vous réfléchissez à l'attribution? Est-ce que vous avez une vue beaucoup plus macro avec un espèce de calcul qui dit voilà combien, parce que nous, enfin, ce qui s'appelle le marketing efficiency ratio, tu vois, donc combien j'ai dépensé en marketing, puis combien ça a rapporté de manière globale? Est-ce que vous avez cette vision-là qui est un peu plus large, ou est-ce que vous essayez quand même d'avoir une granularité, etc.? Un peu les deux. Vous arrivez à Forcément. avoir les deux sur ces clients qui ont un cycle de vie long? C'est assez. Alors ça dépend. Dans la plupart des cas, donc moi j'arrive sur la stratégie, on va définir certains l'appellent North Star métrique, peu importe. C'est la métrique ou le résultat qu'on va chercher, quel est le résultat clé. En général, c'est très lié à un résultat business. Donc la vente, augmentation de la LTV, ou ce genre de choses. Ça, du coup, la meilleure métrique pour le mesurer, c'est le résultat en tant que tel. Et c'est ce résultat-là que moi, je vais conserver en tête pour mesurer l'impact de mes actions. Et puis ça, je vais le mettre en lien avec typiquement les investissements marketing, les investissements pub, s'il y a des investissements pub, pour voir si, de manière générale, ce qu'on fait, on va dans la bonne direction, et puis si c'est efficace. Et en même temps, tu es obligé à un moment donné d'utiliser des métriques un peu plus micro pour, on va dire, faire la liaison entre l'action que tu fais aujourd'hui, le résultat qui va en découler dans 4, 5, 6 mois. Tu es obligé d'avoir à un moment donné une métrique intermédiaire pour avoir une vue d'ensemble ou des indicateurs qui vont dire ok, là je vais dans la bonne direction, en fait là c'est catastrophique. Je prends un exemple très concret. Génération de leads, où derrière les leads sont attribués à une équipe commerciale. Moi, en tant que marketeur, je peux générer des leads à 2 balles. Je serai très content, mes indicateurs seront ouverts. Mais si l'équipe de commerciaux, de sales me tape dessus, me tape sur les doigts en me disant que les leads ne sont pas qualifiés, j'ai un problème. Donc, à chaque fois, on va définir la grosse métrique qu'on va essayer d'aller chercher. Et puis, on va essayer de mapper au plus près du parcours client les 2-3 grandes étapes qui seront importantes et qui seront des éléments déclencheurs pour la suite du process. Et puis, je vais mesurer avec ces indicateurs-là les niveaux d'efficience qui sont des étapes intermédiaires qui vont, si je fais bien mon travail avec un peu de logique puis de bon sens, découler à la fin sur une vente. Je trouve intéressant parce que tu parles de ce process, tu parles du fait que tu es assez bon dans les cycles de vente longs et dans les cycles de vente complexes. C'est quoi les stratégies marketing qui marchent bien dans ces cycles de vente-là? Parce que du coup, sur cycle de vente court, c'est relativement facile. Tu fais une bonne pub Facebook, les gens cliquent dessus, tu as une bonne landing page, ça achète quelque part, c'est simple. Alors, c'est plus compliqué dans la réalité pour ceux qui nous écoutent. C'est aussi simple que ça. Mais en gros, pour simplifier de manière très basique, c'est ça. Sur le cycle de vente long, c'est long par définition, donc il y a le côté touchpoint, il y a le côté rappeler la personne que ça existe, faire avancer dans le processus des décisions, etc. Est-ce que tu as des stratégies qui fonctionnent bien spécifiquement sur ce type-là? Encore une fois, je pense que la base, c'est le business. C'est de quel business on parle en fait, parce que certaines stratégies d'un ne vont pas s'appliquer à un autre. Pour parler de manière très globale, j'ai envie de dire, tu vas vouloir toujours optimiser les canaux de manière unitaire, tout en gardant en tête que c'est le mix média qui va faire la vente ou pas, ou qui va faire le résultat ou pas. Et du coup, avec ce mindset-là, j'ai l'impression que tu sors de l'optimisation pure et dure d'un canal très spécifique, et puis que tu passes à un niveau de pensée qui est plus vertueux, si je peux le formuler comme ça, en disant, ok, je comprends qui est mon client, je comprends quelle valeur j'aimerais lui apporter, quelle est la meilleure manière de lui apporter de la valeur, comment est-ce que lui réfléchit dans son cycle d'achat, puis comment est-ce que je peux en tout temps essayer de construire un écosystème qui l'accompagne le mieux possible. Et puis,
tu vas pas pouvoir mesurer chaque étape ou le ROI de chaque action que tu vas mettre en place. Tu vas rédiger peut-être des articles, tu vas mettre en place des livres blancs, des études de cas, enfin peu importe, tu vas lancer plein de choses. Tu vas pas pouvoir évaluer le ROI de chaque action, mais dans l'ensemble, tu vas voir comment le système il se comporte. Aussi, souvent dans ces parcours d'achat-là, tu as un retour client assez précis, assez qualitatif, parce qu'il y a des commerciaux, puis parce qu'il y a des gens qui sont en contact direct avec les leads ou avec les prospects, et puis ils vont pouvoir te remonter. Ah, bah, il y a telle nouvelle objection. Ah, bah, en fait, là maintenant, la majorité des leads qui arrivent, ils sont par exemple trop tôt dans leur process. Ah, ceux qui arrivent maintenant, en fait, ils hésitent beaucoup avec tel concurrent. Et puis, je pense que dans ces process d'achat très longs, potentiellement très complexes aussi, on est obligé d'avoir l'alignement marketing-sales proche. C'est là où on arrive enfin à ta réponse. C'est que pour être bon, je pense qu'il faut cet alignement-là, parce qu'on ne peut pas uniquement se fier au data marketing qu'on a sur le début de l'interaction, mais qu'on doit vraiment aller au fur et à mesure du temps, faire le parcours avec les sales, comprendre ce qui se passe, analyser ses retours, renforcer tout le process, et puis voir au fil du temps si le feedback qualitatif soutient les datas quantitatives que toi tu peux observer. Est-ce que c'est vachement intéressant, mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à expliquer facilement au client? Est-ce que le client le comprend? Pourquoi je pose la question? Parce qu'on a un challenge qui est similaire des fois. C'est d'en fait, le marketing digital vient d'un historique de nouveau, je vais exagérer, je vais simplifier un peu, mais je mets 100 francs, je vais en récupérer 400, puis tout se passera bien, puis c'est magique, et puis c'est facile de mesurer. On est sorti de cette ère-là de par les trackings qui ont changé, plein de choses aussi, la manière dont les gens interagissent online, etc. Mais j'ai l'impression que les gens sont restés bloqués dans cette mentalité aussi de, en fait, chaque chose que tu fais, ton livre blanc, il doit avoir un ROI, direct, ça doit être mesuré direct, sinon ça vaut pas la peine et j'arrête. Nous, des fois, on se confronte à ça et ça devient compliqué d'expliquer la totalité de l'écosystème qui est en train de se créer. Est-ce que tu vis aussi cette problématique-là ou pas forcément? Je sais pas, tu l'expliques mieux que nous, j'en sais rien. Est-ce que tu te confrontes à ça encore aujourd'hui? Oui. Ok. Et je pense que c'est des moments où tu parles à un entrepreneur, tu vas avoir cette vision héroïste, à mon avis. Et donc, tu auras forcément ce cas-là qui va se produire. Et c'est un enjeu. Parce que tout ne se mesure pas. Là, j'ai le cas aussi récemment sur un client où on commence des actions de branding, où on commence des actions qui sont moins héroïstes, où tout de suite la question, mais c'est combien ça a Il est où généré? le cash? Il est où le cash? Et puis du coup, c'est prendre le temps de rappeler que ça soutient la stratégie, qu'à moyen et à long terme, que ça va pérenniser quelque chose et que ça va permettre d'améliorer le système dans son ensemble. Je pense que c'est là, du coup, en tant que rôle, que ce soit un marketeur externe comme vous, moi, on peut l'être, ou à l'interne aussi dans nos entreprises, ça fait partie du rôle du marketeur de réexpliquer et puis d'être suffisamment pédagogue sur ces sujets-là pour dire que finalement, c'est un mal non mesurable nécessaire à ce que tout le système s'améliore. Je trouve que tu expliques vachement bien tout le cheminement, la manière dont c'est créé. J'avais juste une question sur justement ce feedback que tu récupères des sales, etc. Donc la question du feedback loop. Tu travailles ça sur quel type de période? Est-ce que tu travailles ça sur entre guillemets, des sprints de 2 semaines, 1 mois, 3 mois? Est-ce que ça varie? Comment tu opères là-dessus? Enfin, à partir de quel moment de données tu te dis, OK, basé sur cette data-là, on doit réadapter le tout et puis maintenant on passe dans un nouveau cycle? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et pour être honnête, c'est une prise de tête à peu près constante. Parce que le souci, c'est que tu vas définir une fenêtre temporelle dans laquelle tu vas analyser les choses. Et dans cette fenêtre, tu auras toujours un biais. Donc, par exemple, si tu as un parcours d'achat qui est sur, admettons, 4 mois, eh ben, tu vas potentiellement te baser sur soit une fenêtre qui est déjà passée dans le passé, et puis du coup, les résultats que tu vas pouvoir analyser, puis les chiffres que tu vas pouvoir en sortir, si suivant ce que tu as changé dans ton système, ils sont plus forcément vrais à l'heure d'aujourd'hui. Puis du coup, tu as cet effet de roulement dans ce sens-là, mais tu as aussi potentiellement l'effet de roulement dans l'autre sens. Donc, je concrétise le truc. Imaginons, business, il fait de la génération de leads, récolter des données ou des contacts. Parcours d'achat de 4 mois.
tu vas pouvoir analyser, OK, par exemple, dernier quarter. Là, aujourd'hui, on est en 1er avril, on enregistre ça. Donc, je peux analyser, par exemple, dernier quarter 2025. Donc, je vais prendre de octobre à décembre. Ça me laisse 3 mois de battement. Probablement que je vais prendre tous les leads qui ont été créés pendant cette période. Puis, je vais analyser où ils en sont aujourd'hui. Puis, je vais en sortir un taux de conversion dans les différentes étapes qui sont importantes pour nous. Mais là, le biais, c'est quoi? C'est que du coup, ce qui était en place il y a 3 mois ou à cet instant T, peut-être qu'en fait, c'est plus le même scénario, peut-être plus le même contexte aujourd'hui. Puis l'inverse, tu te dis, OK, en fait, je vais analyser mon premier quarter 2026, je vais prendre tous les gens qui ont converti, donc qui sont devenus clients de janvier à mars, sauf qu'en fait, il y a peut-être des gens dans le tas qui sont là depuis 2 ans. Donc, quelle que soit la fenêtre dans laquelle tu vas vouloir analyser, tu auras forcément un biais. Et donc, je n'ai pas trouvé de solution autre que d'analyser les deux ou de garder en tête un peu les deux à titre de comparaison en axant volontairement la data que je veux moi aller chercher pour évaluer des pommes avec des pommes, des poires avec des poires. Puis pas faire, parce que ça aussi pour les clients, des fois c'est compliqué, c'est qu'eux ils disent ouais, mais attends, taux de conversion il était comme ça, là c'était comme ça. Ouais, sauf qu'en fait depuis on a changé le tunnel, on a changé d'offre, on en a changé ici. Ouais. Le CPL il a monté. Ouais, mais en fait on convertit mieux les leads. Donc en fait ton coût d'acquisition final il a baissé. Donc ça fait partie des enjeux, je pense, de tout marketeur aujourd'hui. De comment est-ce sur quelle période on évalue les résultats, comment est-ce qu'on les évalue, avec quel biais on travaille en sachant que c'est des biais de travail, et puis comment est-ce qu'on l'explique après aussi aux chefs d'entreprise et qu'on justifie finalement, parce que le but à la fin c'est quand même de dire en fait il y a un ROI tangible, mesurable ou le plus mesurable possible qui permet une croissance. Oui, et puis avec ta North Star métrique que tu mentionnais avant, qui généralement n'est pas une métrique liée au marketing uniquement. On ne parle pas de ROAS ou de CPL, on parle de coût d'acquisition client ou de chiffre d'affaires ou des métriques qui sont influencées par le marketing mais qui ne le sont pas uniquement. Et ça permet d'englober un petit peu plus la chose et de dire si ton CPL il a augmenté mais que derrière tu as un meilleur coût d'acquisition client comme tu le mentionnais, en fait on s'en fiche que le CPL soit plus élevé. Jusqu'où par curiosité, jusqu'où tu partages, nous on s'est posé la question aussi plusieurs fois, jusqu'où tu partages, quelle quantité de données tu partages avec le client ou avec le fondateur ou l'entrepreneur? Tu partages pas assez, c'est pas forcément clair parce qu'il comprend pas tout. Tu partages trop, ça devient un peu des fois... parce que tu peux poser tellement de KPIs et de métriques que tu te perds dedans et que ça sert à rien. Après, il y en a certaines où nous, on doit avoir un œil dessus parce qu'elles, comme tu disais assez justement avant, on sait qu'elles vont avoir un impact sur l'avenir et sur etc. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas forcément, utiles pour lui, etc. Donc, jusqu'où est-ce qu'aujourd'hui, vous avez optimisé vos rapports en disant, voilà, nous, on sait qu'il faut qu'on partage maximum ça parce que partager plus, ça ne vaut pas forcément la peine, ça pose plus de problèmes, etc. Pour moi, ça dépend vachement de l'interlocuteur puis du client en tant que tel. Au début, donc il y a très longtemps, des années. Au début. C'était partager maximum d'infos pour que le client il ait tout, etc. Puis en fait, on se rend compte que c'est pas forcément très toujours positif parce que libre interprétation, parce que compréhension et tout. Donc aujourd'hui, moi, je fais la distinction entre les métriques qui sont importantes pour moi et pour différentes personnes avec qui je bosse, afin d'optimiser ce qu'on fait au quotidien. Finalement, c'est un peu les différents KPI pour s'assurer que tout roule. Et puis, les métriques qu'on va partager aux clients. Et puis, les métriques qu'on partage aux clients, ça, c'est vraiment, je pense, ça dépend de la relation client. Et c'est toi, au fil du temps, qui dois identifier quelles métriques est-ce qui sont importantes pour lui, lesquelles est-ce que je dois lui partager, à quelle fréquence. Et puis derrière, c'est le niveau d'implication qu'il veut avoir aussi. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent dans le bon sens, ils disent non, c'est bon. Et puis il y en a d'autres qui veulent être impliqués, qui veulent connaître, qui veulent pousser le truc, etc. Ouais, je pense que c'est aussi important pour ceux qui nous écoutent. C'est pas une question de. On cache rien. On n'est pas là pour cacher. C'est juste montrer les chiffres qui racontent l'histoire, qui est la bonne histoire d'interprétation. Enfin, comme tu disais, je pense que si tu donnes trop de chiffres, il y a des interprétations qui peuvent se faire en fonction de ce qui se passe, mais de montrer certains chiffres qui sont les chiffres importants pour que ça raconte la bonne histoire, pour que la personne comprenne vraiment ce qui est en train de se passer. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Puis ça va évoluer au fil du temps aussi. Ouais. C'est que selon la compréhension de ton client, peut-être qu'au début, il va avoir une vision très technique, où il va vouloir se rattacher à des choses qui vont être très, très, très micro.
Et puis plus ça avance, puis aussi, bon, c'est une question de confiance. Donc plus la confiance elle se crée, plus aussi tu as prouvé que dans le temps que tu arrivais à amener des résultats, plus il y a peut-être un détachement qui va se créer. Et puis où tu vas juste te rattacher à quelques métriques principales pour t'assurer que ça roule, quoi. Sur un autre sujet, c'est un truc qui nous intéresse particulièrement, et peut-être que tu as une vision là-dessus. Il y a 2 cas, on va dire, intéressants. Il y en a plein, mais qui sont sortis ces derniers temps. C'est le cas de New Balance, les chaussures, et puis celui de Air Up, le truc rétro-olfaction. Bref, les gens peuvent les trouver en ligne. Mais l'histoire est en gros que pendant longtemps, ils ont beaucoup investi sur la partie, on va dire, fin de funnel, conversion, etc. Et puis que changement de stratégie ces dernières années, ils ont mis 80% de leur budget sur l'awareness, la brand et la création de confiance dont on parlait avant, et puis 20% sur la partie conversion, ce qui était un peu l'inverse pendant longtemps. Voilà. Est-ce que ça, tu le vois, toi, aujourd'hui avec tes clients? Est-ce que c'est un schéma qui se retrouve dans d'autres industries, dans des choses? Est-ce que c'est un truc que tu vois maintenant de plus en plus ou pas forcément de ton côté? De mon côté, pas forcément. Je pense que c'est une question de typologie de client. Tant dans une notion de, encore une fois, de parcours d'achat puis de produit ou de service qui est offert, que au niveau de la réalité en fait des PME que je peux accompagner. Là, on parle de boîtes, je ne sais pas quels revenus elles font, mais c'est monstrueux, quoi. C'est international, c'est plein de choses. Dans la plupart des cas, mes clients, ils ont des budgets qui sont limités, des ressources qui sont limitées. Et puis dans cette réalité, et avec du coup, couplé à ça, un business model sur de la vente longue, complexe, moi ce que j'ai observé, c'était majoritairement des actions ayant pour but d'accélérer le process commercial. Donc j'inclus aussi là-dedans tout ce qui est nurturing, accompagnement moyen, long terme. Donc c'est pas forcément du direct response pur et dur où il faut convertir maintenant tout de suite, mais c'est toutes ces actions-là qui vont finalement supporter le process d'achat, qui d'une certaine manière contribuent à la brand au fil du temps, puis à la confiance et tout, plus que des campagnes vraiment très notoriété, inspirationnelles, typiquement comme du Air-Up ou autre, ou toutes les grandes marques auxquelles on pense quand on dit marketing, et puis qu'on voit des slogans très créatifs. Ouais, non, mais je te rejoins à 100%. Il y a une réalité assez différente d'une grosse boîte corporate qui a beaucoup d'argent à mettre. En fait, je ne sais plus avec qui on a eu cette discussion, mais ce côté où est-ce qu'il faut, si tu regardes un funnel, est-ce que c'est mieux de commencer par le haut et de descendre? Est-ce que c'est mieux de commencer par le bas et de monter? J'ai l'impression que dans notre réalité suisse, PME, la majorité du temps, c'est quand même plus intéressant de commencer par le bas parce que c'est là où tu génères du lead et du cash. Et puis après, tu peux monter, quoi. Après, peut-être pas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est très important de commencer plutôt par le haut et ensuite descendre. Idéalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le meilleur, c'est d'avoir les deux. Donc, je trouve intéressant aussi ton point de vue là-dessus et que ça rejoint un petit peu ce qu'on voit sur la réalité terrain de manière générale. Petite question aussi sur l'IA, peut-être pour toi. Est-ce que ça a changé aussi un petit peu ta manière de fonctionner, ta manière de gérer tes clients, ta manière de concevoir tes stratégies, ta manière de penser? Comment est-ce que tu utilises cet outil-là dans ton quotidien? Et comment est-ce que ça a amélioré ou pas ta façon de bosser, ta façon de communiquer avec tes clients aussi? Alors, moi, j'aborde ce sujet-là, j'allais dire problématique, mais ce sujet-là, avec beaucoup d'expérimentation. Pendant longtemps, j'étais pas ultra convaincu par ce qui nous sortait. Les premières versions de ChatGPT ou autres, c'était vraiment, en tout cas par rapport à mon niveau personnel d'exigence et ce que je me voyais livrer à mes clients, je n'étais pas du tout content. Et puis, depuis ça doit être une année et demie, là où il y a d'autres versions qui sont sorties, typiquement du Claude, là, je pense que j'ai vraiment vu une manière de l'utiliser qui m'a permis d'accélérer mes process, puis la qualité. Peut-être la qualité de mes livrables, peut-être qu'elle n'a pas forcément ultra augmenté. C'est plus peut-être une question de créativité, puis de sortir de mes biais habituels et puis juste de ma manière de faire habituelle. Je trouve qu'aujourd'hui, en lui donnant les bonnes infos, ça te permet de mâcher le travail de manière phénoménale. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais l'autre avantage, l'autre biais de l'IA, du coup, c'est que elle n'est pas encore à mon sens, elle n'est pas encore suffisamment bonne sur les fondamentaux.
Tu vas lui donner du contexte, tu vas lui donner fais-moi une ads ou fais-moi un prompt. Elle va te sortir un truc bien, mais qui sera finalement assez générique. Et puis du coup, tu as toujours ce besoin de venir rajouter ton expertise et puis rajouter les petits éléments qui vont faire passer cet élément générique de générique à bien ou de générique à très bien ou au niveau où tu veux l'emmener, quoi. Donc ça accélère beaucoup les choses. Moi, j'ai toujours un contrôle puis un regard sur ce qui est fait. Typiquement, connecter une IA à une régie publicitaire pour un de mes clients, là, je ne l'ai pas encore fait et c'est pas demain la veille que je vais Non, faire là, ça. là, il y a 2-3 histoires, où Voilà. ça s'est mal passé. Ouais. Donc, ça m'intéresse. Tous ces sujets, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Clawbot ou tout ce genre de trucs, j'essaie de suivre au plus proche, même que ça va très vite. Je réfléchis à comment intégrer ça et je tente de l'intégrer dans mon quotidien, tout en gardant en tête que finalement, je dois le faire stratégiquement et avec intelligence pour pas à un moment donné que ça me pète à la gueule et puis que en fait, ça néglige mes clients ou voilà, leur propre image de marque ou leur propre entreprise. À quel point tu penses que l'IA, justement, après je décrirai dans ce cas précis, ce que j'entends par IA et ce que ça amène, va modifier le marketing vers un marketing qui devient potentiellement, qui revient un peu à ce qu'il était avant, un peu plus humain. Je m'explique. On peut créer du contenu de manière beaucoup plus simple. Donc, tu peux créer des blog posts, tu peux créer de l'outreach, tu vas faire des automatisations qui vont aller targeter les gens sur LinkedIn, tu vas leur envoyer des emails, tout le monde reçoit 3000 trucs par jour. À quel moment, c'est peut-être maintenant, mais à quel moment les gens vont en avoir marre? Ça va plus. J'avais cette discussion avec quelqu'un en fait où mon hypothèse était en fait, ça va à un moment donné, les gens en auront tellement marre que potentiellement, tu peux même te poser la question. Et quelqu'un nous a posé la question quand c'est que LinkedIn va disparaître à votre avis, parce qu'en fait, ça va devenir. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais te poser la question de même Google, Internet. À quel moment? Est-ce que tu iras vraiment sur Internet? Est-ce que l'Internet sera pas simplement la database sur laquelle l'IA vient chercher de l'info puis il te la donne? Enfin bref, tu peux regarder loin, mais surtout sur la partie marketing pure avec justement PME qui ont besoin de résultats tout de suite, où aujourd'hui on a ce lien avec les personnes directement online, mais il perd un peu de sa valeur, de par le fait que ça devient tellement simple de créer, d'automatiser, de machin. Est-ce que tu imagines pour tes clients à un moment donné leur proposer des choses plus humaines, et quand je dis plus humaine, c'est par exemple des événements, des choses comme ça, où tu reviens à ça, ou toi, vous n'êtes pas encore là-dedans parce que tu penses que pour l'instant, ça tient encore la route, tu vois. Je vais donner la même réponse Ça dépend. que j'ai donnée avant. Ça dépend beaucoup de la boîte. Pour moi, ça dépend beaucoup de la boîte, ça dépend beaucoup de l'audience. Nous, je pense qu'on a aussi un biais, c'est qu'on est 100% là-dedans, puis on le voit passer tout le temps, puis du coup, on le voit déjà une surexposition à de l'IA ou du contenu que nous, en tant que spécialistes, on peut juger comme étant mauvais. Mais ça se trouve, en fait, le grand public, il s'en rend pas encore compte, ou alors s'il s'en rend compte, peut-être qu'il en a pas marre. Enfin, je prends typiquement tout ce qui est brain rot, si ce terme vous parle, donc qui est la création de contenu, je ne sais pas comment le qualifier, à faible valeur ajoutée avec de l'IA, typiquement des ananas qui mangent des ananas sur TikTok, okay. ou ce genre de trucs. Ah ouais, des trucs smart, quoi. Voilà. Alors, smart ou pas smart, c'est pas la question. Mais disons, le grand public est exposé à ce genre de choses. La question, c'est quand est-ce qu'il va commencer à en avoir marre? Parce que là, les gens autour de moi avec qui j'ai ce genre de conversation sont plutôt amusés par ce genre de trucs en ce moment. Je pense clairement qu'on va arriver à un stade où, de toute façon, au moment où tu auras vu 15 fois l'ananas, manger son ananas, ils auront dit OK. Puis la pêche, manger la pêche, puis voilà. Et j'ai aucun doute sur le fait que la confiance va être de plus en plus compliquée. C'est déjà le cas à créer avec Internet. On va revenir, je pense, à des formats qui vont être beaucoup plus présentiels, beaucoup plus dans la relation vraie. Puis quand je dis vrai, c'est en s'appuyant sur des signaux que c'est vraiment une vraie personne. Donc, alors, même un WhatsApp, maintenant, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment lui? Donc, pour moi, en fait, c'est le palpable quoi, qui va devenir l'élément de réassurance principal. Puis du coup, pour répondre à ta deuxième question, oui, pour certains des clients avec qui ça fait sens, on a déjà fait des events qui avaient jamais fait ça avant, avec des très bons retours, avec des gens qui étaient hyper contents, parce que justement,
ça leur fait découvrir aussi des fois, c'est bête, mais on fait du marketing, souvent c'est dépersonnalisé, donc on va mettre en avant la marque, ses avantages et autres, mais on ne met pas forcément toujours en avant les gens qui sont derrière. Donc le fait de faire ces événements-là, ça crée tout de suite du lien avec les gens qui font ça finalement. Et puis ça a beaucoup de valeur. Encore plus aujourd'hui avec l'IA. Et puis dans le temps, c'est certain que ça aura plus de valeur. Donc ça dépend de la boîte. Et puis après, certains auront plus d'enjeux que d'autres. Tu prends un e-commerce full digital, comment est-ce qu'il fait de l'événementiel? Alors ce sera un challenge intéressant pour des boîtes comme ça. Mais c'est ce que tu vois justement dans les. Enfin, à mon avis, c'est pour ça que tu vois des e-commerce racheter des communautés sur Strava et autres, parce que c'est le lien humain où tu vas courir avec d'autres gens qui ont la même marque, etc. Et puis ils essaient de. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme ça que je le vois en fait. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est impossible, ou je vois pas comment quelqu'un me montrait que j'avais tort d'une autre manière. Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui pensait, lui pensait que c'était en fait, là maintenant on est dans le pic entre guillemets du truc où c'est vraiment saturé, etc. Mais qu'en fait on va revenir à une norme. Ok, à discuter, bref, mais pour moi c'est impossible en fait de s'imaginer qu'on peut garder ce rythme-là aujourd'hui en termes de tu vois, ça va être entre guillemets de pire en pire, parce que ce sera de plus en plus facile en fait de créer des. Hier soir, j'ai créé je m'amusais avec un outil qui crée des boîtes. Tu vas, tu dis ce que tu veux faire, puis il crée tout de A à Z. T'es là, ok, voilà, j'ai créé 5 boîtes en 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es là, maintenant, il faut les marketer. Donc maintenant, en fait. C'est quoi la valeur de ces boîtes-là? C'est quoi la valeur de ces boîtes? C'est un petit SaaS. Qu'est-ce qu'ils font? Il va aller envoyer un mail à 2000 personnes en disant payez 5 francs par mois. Tu vois, t'es là, mais tu vas en recevoir tellement. Tu auras un mail perso, tu vois, même ton numéro de téléphone, il va être bombardé d'appels, de gens, bref. Mais on revient quand même, si dans cette discussion-là, on revient du coup à si ça devient une commodité, revient le côté où il faut réussir à se démarquer. Pour réussir à se démarquer, il faut faire différemment des autres. Pour faire différemment des autres, il faut être créatif, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu une sorte de. Tu reviens à un truc plus. Voilà, puis c'est de plus en plus complexe. Et je pense que c'est une question que je voulais te poser aussi sur ton rôle et comment il a peut-être évolué sur les dernières années, sur peut-être les 5 dernières. Puis après, c'est intéressant de parler aussi du futur, mais. Est-ce que tu vois sur les 5 dernières années vraiment, est-ce que ton rôle il a beaucoup évolué? Est-ce qu'avant tu faisais plus d'exécution et maintenant plus de stratégie, ou est-ce que c'est plus ou moins pareil? Et est-ce qu'au niveau peut-être des questions que tu reçois des fondateurs ou des dirigeants ou des équipes avec lesquelles tu bosses ont beaucoup évolué aussi? Ou est-ce que finalement tu te concentres quand même beaucoup sur les fondamentaux et t'évites aussi parler un petit peu du. Moi, on parle des new shiny objects, et tout le monde parle des new shiny objects, mais au final. Enfin, les fondamentaux du marketing, ils n'ont pas vraiment changé, quoi. Les outils changent, mais la psychologie humaine, c'est la même depuis 2000 ans. Donc voilà, je sais pas, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. T'as tout dit en vrai. Hein. Ok. Est-ce que mon rôle a évolué? Non, dans la mesure où, pour des PME, toujours avec cette typologie très un entrepreneur ou un fondateur qui a fait un peu tout lui-même, en général, non, parce que justement, les bases ne sont pas forcément claires. Les bases ne sont pas forcément solides. Puis dans ce cas-là, il faut à chaque fois repasser par les mêmes étapes de positionnement, de messaging. Et ça, c'est ce que tu as dit. La psychologie, elle ne change pas. Et je suis convaincu que même si on a 150 IA de plus dans 2 ans, ou 3 canaux de moins, ou de plus, ou peu importe, on le faisait déjà il y a 50 ans, on continue de le faire aujourd'hui, on continuera de le faire. Parce qu'au final, c'est la base du marketing. Il y a quelqu'un, il a un problème, ou il a envie de quelque chose, comment est-ce que tu lui parles, qu'est-ce qui l'intéresse pour qu'à la fin, tu puisses lui apporter de la valeur, quoi. Et puis ça, tu es obligé de passer par ce process-là, puis à la base de t'intéresser un minimum aux autres. En vrai, c'est ça pour moi la base du marketing. Donc, tant que tu fais pas ça, tu vas pas t'en sortir. Et puis du coup, c'est ça qui te permet, je pense, la différenciation et puis le fait d'être créatif dans ce que tu fais, parce que c'est en final... Tes meilleures idées viennent quasiment toujours de tes clients. Je ne sais pas si vous l'avez... donc, des clients de potentiellement les clients. Finalement, c'est cette relation et être capable de capter ce que tes clients viennent te dire en tant que marketeur qui va te donner des billes, en fait, pour alimenter ce que tu fais au quotidien. Des nouvelles problématiques, des nouvelles objections, des nouveaux sujets, enfin, peu importe. Et j'ai perdu le fil de la question. Non, mais je pense que tu as plus ou moins répondu. Ça m'amène juste. Ce que tu dis là, c'est intéressant. Est-ce que tu aides aussi à mettre en place des process pour récupérer du feedback des clients de tes clients? Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui le font assez mal. Ouais. Et je pense que c'est hyper important.
est-ce que tu travailles aussi là-dessus? Ouais. Donc tu disais, ah oui, aussi la question, Ouais. est-ce que tu as vu des évolutions grosses? La seule grosse évolution que j'ai vue depuis le début, donc ça veut dire il y a 5-7 ans, et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le digital. Avant, il y en avait encore un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus un débat d'expliquer pourquoi il faut être présent sur Internet, quoi. Ouais. Donc voilà, je boucle et c'est parenthèse fermée. Et sur les outils pour récolter du feedback, donc forcément, dans certains scénarios, c'est beaucoup plus facile. Typiquement, quand tu as des sales qui sont en contact tous les jours avec les clients, simplement de la réécoute de call ou être en contact avec le head of sales qui va te remonter toutes les objections, tous les sujets, c'est beaucoup plus facile. Et sinon, tu as certains moments clés où tu peux récolter du feedback, oui. Et là, en général, on les met d'office en place parce que c'est des informations qui vont être nécessaires et essentielles pour aller de l'avant. Ce que j'aime beaucoup faire, mais j'ai beaucoup de mal à le faire passer aussi parce que les gens ne comprennent pas au début. C'est juste, j'arrive dans une entreprise, on commence à bosser ensemble, tu me donnes 5-10 de tes meilleurs clients, puis je les appelle en fait. Comment ça? C'est une valeur de fou, mais les gens ont encore vachement peur, je trouve, de faire ça. Ils en ont peur, puis ils comprennent. En fait, nous, on comprend la valeur de ça. Eux, ils comprennent pas. En fait, ils ont peur qu'on parle mal d'eux, non, j'imagine. Ou c'est quoi le sous-jacent, tu crois? Moi, je pense qu'il y a plein de choses. C'est peut-être, ils ont peur que tu parles mal. Ils ont peut-être peur aussi que tu poses des questions inconfortables pour eux. Ouais. Et puis juste, à un moment donné, je pense que, tu sais, souvent, moi, j'ai la réflexion quand j'arrive, c'est bon, ok, qu'est-ce qui est mis en place? Dans combien de temps c'est mis en place? Puis quand est-ce que le chiffre il commence à monter, quoi, sur l'objectif? Puis ça aussi, on revient à la question de la pédagogie sur comment on éduque le client en lui disant que le marketing, c'est pas une baguette magique. C'est pas parce qu'on commence la pub maintenant que demain, tu as 4 nouveaux clients, quoi. Ouais. Ah non? Si vous savez on faire nous aurait ça... menti. Moi, je dis toujours, si vous avez des gens qui donnent les... Enfin, nous, on bosse avec eux, hein, on les engage. Quelles est, selon toi, les aptitudes, les skills qu'un marketeur devra avoir, la nouvelle génération en 2030? C'est quoi un peu les choses concrètes qu'ils devront maîtriser? Ça peut être soft ou hard skills. Ouais. Alors, plusieurs choses. Je pense l'adaptabilité, tu es obligé. Ça va tellement vite, ça change tellement tout le temps que si tu t'aimes ta stratégie puis que tu te rattaches qu'à ta stratégie qui a toujours fonctionné puis il ne faut pas sortir du carcan, problème. Mais le fondamental, je pense que c'est vraiment cette... Je ne sais pas comment le formuler, mais c'est la capacité de comprendre ton audience et de transposer ce que ton audience elle te dit en un message qui résonne avec elle. Et puis j'ai une vision qui est relativement axée copywriting du marketing, parce que pour moi, la base du marketing, c'est identifier le bon message qui va résonner avec les gens, quoi. Et ça, je pense que c'est trop souvent un truc qu'on sous-estime puis qu'on ne travaille pas assez, où au final, ok, tu veux faire quoi? Tu as ton produit, donne ton produit, je fais une as dessus. En fait, on n'a même pas identifié les USP, on n'a pas identifié les différenciateurs. Puis tu te retrouves avec des discours qui sont ultra génériques. On a un produit de qualité, innovant, et on est proche de vous. Et puis, fine. Mais en fait, c'est pas ça qui va te différencier. C'est pas ça qui va... Personne va dire que le produit, il est nul, voilà. qu'il est en retard et qu'on est loin, quoi. C'est ça. Voilà. Mais, justement, c'est le réflexe premier en tant que fondateur ou quand tu parles de ton produit, c'est de dire ça. Ouais. C'est une fausse bonne idée en réalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et puis tout le monde peut acheter notre produit, en soi, ça touche tout le monde. On l'a entendu. Non, c'est des sujets qui sont très classiques et qui reviennent souvent, donc c'est hyper intéressant et je pense que tu as 100% raison là-dessus. La création du message est tellement importante et je pense que là, pour faire une petite parenthèse IA de nouveau, on pense que du coup, vu que maintenant il y a l'IA, créer ce message-là, c'est plus facile parce que l'IA, il va te donner 10 versions différentes et puis tu vas forcément trouver la bonne là-dedans, quoi. Alors qu'en fait, non. Ouais, 100% d'accord. Tu vas pas. Alors, tu vas avoir des bonnes options, mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas, je prêche un peu pour notre paroisse en tant que marketeur, mais là, on va nous aussi peut-être avoir l'expérience de dire sur les 10 qui sont proposés, il y en a 2 ou 3 qui visent juste, mais les 6 autres, elles visent complètement à côté. Et c'est pas les. Généralement, c'est un mix entre 2 ou entre 3, quoi. Ouais, voilà, exactement. Puis après, tu les testes les 3, puis tu regardes ce que ça donne, quoi. Et sur l'avenir du paid, enfin organique versus paid, on va dire, parce que forcément les comportements ils ont aussi changé là avec
avec l'IA, les LLM, les gens recherchent peut-être un petit peu moins sur Google, quoique. Hein, les dernières statistiques que j'ai vues, ça continuait quand même à augmenter malgré tout. On a parlé aussi de la difficulté peut-être de l'organique sur les réseaux sociaux. Le paid qui va peut-être arriver sur l'IA aussi. Est-ce que. La super pub de Claude sur le Super Bowl qui était marrante. Je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est compliqué. Honnêtement, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce qui va se passer à l'avenir. J'ai très peu de réponses. Sinon, je serais pas là. Euh, mais je pense pas que le paid va mourir du jour au lendemain. Enfin, juste le format va changer. Et puis, il y a toujours des plateformes type Meta ou type maintenant les LLM. Ils pourraient très bien faire ça. ChatGPT l'a déjà fait aux États-Unis. Il y a de toute façon des gens qui vont vouloir maîtriser la distribution. Et qui dit maîtriser la distribution dit à un moment donné monétiser de l'attention, de l'audience ou autre. Donc il y a 70 ans, c'était le print. Après, ou les dates, vous m'excuserez sur l'exactitude, mais là, il y a eu le print dans les débuts du direct response et marketing. Après, il y a eu radio, télé, tout ça. Finalement, quand la radio a débarqué, probablement que les journaux ont paniqué. Puis en fait, ça a fait quoi? Ça a fait juste exploser le spend en ads. Ouais. La télé, probablement aussi. Internet, pareil. Alors, forcément, il va y avoir des redistributions puis des réallocations, ça c'est quasiment sûr. Après, de dire est-ce que l'organique va être le pilier ou l'ADS va être le pilier, moi je pense que la combinaison des deux sera toujours la meilleure, comme ce que tu disais avant. C'est toujours l'équilibre et puis pas l'antinomie. Et là où je me posais la question, c'est juste, on oppose aussi beaucoup brand ou direct response, brand ou performance. Et puis ces dernières années, on a quand même beaucoup de ficelles de performance qui ont été, on va dire, auxquelles le public s'est habitué. Typiquement de l'urgence, avec des offres limitées dans le temps, plus que 5 places pour 10 minutes, machin. Ça, je pense qu'il y a une grosse sensibilité qui a été soulevée. Donc, beaucoup plus de méfiance. Puis là où je me pose encore la question, c'est à quel point est-ce que la paid va pas de plus en plus imiter des formats organiques qui sont probablement, selon la niche, moins axés performance, plus axés infotainment ou divertissement ou sous couvert d'utiliser des mimes, des tendances pour justement faire passer ton message en paid en fait. Ouais. Ça, on le voit déjà pas mal, j'ai Oui. l'impression, non, où tu vois des pubs qui ressemblent pas à des pubs, quoi. Ouais, Entre exact. guillemets. Exact. Et c'est toujours la truc. On en discutait aussi ce matin. C'est pas parce que c'est pendant des années, non, mais pendant quelques temps, on a fait beaucoup même online, en digital, des jolies pubs. Puis après, on a eu le moment des pubs moches parce que ça marchait mieux, Exact, etc., exact. etc. Donc, c'est pas forcément. Et voilà. Et c'est qu'est-ce que tu racontes, comment tu le racontes. Est-ce que ça impacte ton audience? C'est-à-dire, est-ce que ce mime-là, il va fonctionner parce que ils sont plus jeunes, ils ont cet âge, donc eux, ça leur parle, etc. Et c'est de trouver ce truc parfait. Mais oui, la différence. On a eu une grande discussion aussi ce matin sur la force de l'organique qui diminue. Mhm. Et donc, pour compléter ça ou combler ça, devient presque inimaginable, on va dire, de faire grandir une marque sans utiliser du paid. Et c'était assez intéressant parce que, tiens, j'ai oublié de te l'envoyer. Il y a eu je ne sais pas si tu l'as vu sur Twitter, sur X, toute une discussion où il y a eu des VC qui ont fait des tweets en disant en gros, si tu construis ta boîte sur du paid, ça vaut rien. Et là, il y a plein de gens qui sont venus en racontant des histoires de TikTok, de Uber, de Airbnb, en disant non mais attends, on a dépensé genre des millions et des millions en paid. Tu vois, on n'a pas grandi en organique. Et donc c'est aussi, je pense, il faut aussi rappeler aux gens, parce qu'il y a souvent eu ces trucs de ouais, si je fais du bon contenu, les gens vont venir, ils vont s'arracher mon produit. Et je pense que c'est de plus en plus faux malgré tout, parce qu'il y a de plus en plus de choses. Et que sans le paid, ça devient extrêmement difficile. Après, quelle forme il va prendre, c'est la grande question. Mais je pense que je suis assez d'accord avec toi, il sera toujours là, il va toujours il y aura toujours une manière de payer pour justement maîtriser une part de la distribution. Puis de ce que tu dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi, j'ai jamais compris cette espèce de badge d'honneur à dire moi, j'ai réussi sans pub ou zéro ads ou ce genre de truc. En Ouais. fait, fine, c'est cool, mais en fait, si tu arrivais à faire la même chose plus vite, peut-être avec moins d'embûches, avec du paid, why not? Puis pour moi, ça fait aussi très écho au
compétences puis aux affinités du fondateur ou des marketeurs qui sont derrière le projet. Parce que tu auras forcément des affinités avec plutôt de l'organique ou plutôt du pays ou autre. Puis autant jouer avec tes forces, quoi. Parce que de toute façon, essayer de combler tes faiblesses, ça ne fonctionnera pas. Donc fais ça. Et puis, je n'arrive plus à me souvenir cette citation, mais typiquement marketing et l'entrepreneuriat, ça ne te récompense pas sur le fait d'être intelligent ou d'avoir raison. Ça te récompense juste sur le fait tu fais des ventes ou tu ne fais pas de ventes, quoi. Ou tu as un impact ou tu n'as pas d'impact. Que ce soit via de l'organique, de l'ads ou autre, c'est pas en dynamique, quoi. Donc, c'est toujours un équilibre. Ouais, et puis en fait, on s'en fout. Ouais. Si le chiffre final, il tient la route, c'est le en fait, on s'en fout. Mais ça, c'est marrant que j'avais jamais vu ça comme un badge d'honneur, mais c'est très vrai. L'image est assez juste. C'est en mode, moi, j'ai réussi sans payer. Non, mais moi, les gens j'ai veulent pas réussi payer. avec du Les gens veulent pas payer parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de négatif. Ouais, en Suisse, beaucoup. Ils disent, non, mais Particulièrement. mon contenu il est tellement bien que j'ai pas besoin de payer, ou si je paye, ça veut dire quelque chose qui va pas, ou il y a cette mentalité-là Qui est fausse. qui est fausse, mais qui est assez difficile à enlever, je pense. Enfin, je trouve en tout cas. Je pense qu'on arrive vers quelque chose d'un peu plus mesuré là-dessus. Ça dépend aussi de la maturité des gens, d'où ils en sont dans leur aventure entrepreneuriale, disons. Ou même Mais la ouais. maturité de la boîte, mais ça De la boîte, prend du temps. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une question pas mal de culture aussi. Hein. Et aux US, je pense qu'ils n'ont pas la même perception du Non, pays ça, c'est clair, c'est clair. qu'en Europe, même qu'en Suisse. Ouais, ça, t'as 100%. Donc, C'est pas affaire à suivre. Grande question. Dernière question, Christophe, pour toi. Quel est selon toi, et ça va peut-être résumer pas mal de choses que tu as dit aujourd'hui, mais c'est quoi le plus grand changement, le plus grand shift que les marketeurs doivent accepter d'opérer dans les années à venir pour rester, comment on va dire, rester à jour ou rester efficace dans leur travail? question difficile. Question difficile et en même temps, j'ai envie de redonner la même réponse parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est que depuis, je sais pas quelle date, 5, 6 ans, 7 ans, les marketeurs sont beaucoup focus sur des tactiques et puis des hacks. Hein, tout ce mouvement growth hacking et tout, ça donne très bien sur LinkedIn. Mais je pense que c'est un retour aux fondamentaux, vraiment. Parce que c'est ce que tu disais avant, en fait. L'IA, ça a cassé les barrières à l'entrée. Ça te donne l'impression de pouvoir faire des choses extrêmement qualitatives en 2 clics, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et du coup, ça va donner un unfair advantage de malade aux marketeurs qui maîtrisent les 2, 3, 4 gros concepts de base qui font en fait tout le succès du marketing. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Le marketing, pour moi, c'est vraiment de l'amplification. Tous les canaux qu'on a, c'est tout de l'amplification d'une grande idée ou d'un angle. Ça, tu peux appeler ça un angle, tu peux appeler ça une big idea, tu peux appeler ça un positionnement, peu importe. Mais tu as la grande idée derrière ton produit ou ton entreprise. Et le marketing, ton but, c'est de l'amplifier un max pour que ça résonne avec les gens et puis qu'ils viennent chez toi plutôt qu'un autre. Et puis, c'est aussi une notion de différenciateur. Tu as un différenciateur, moi, c'est la fiabilité. OK, si je veux de la fiabilité, je viens chez toi. Puis si je veux le prix bas, je vais chez l'autre. C'est un peu, très schématiquement, c'est ça. Ça paraît très simple, mais je pense que c'est vraiment cette compétence-là qui va être, ce retour à l'essentiel qui va être déterminant, qui est le plus dur, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais en fait, non, c'est très, très difficile. Et à l'ère de l'IA, où, encore une fois, tu peux produire tout et n'importe quoi en un clic, celui qui est capable de faire ça, à mon avis, il va pouvoir vraiment développer les projets sur lesquels il bosse et puis se différencier, en fait. C'est aussi simple que ça. Je trouve ta réponse, elle est hyper intéressante et elle me fait penser aussi... c'est aussi ce côté où il faut rester sur le fondamental. Des fois, c'est peut-être aussi un peu plus difficile à amener parce que l'interlocuteur en face, il dit il est encore en train de me parler de persona et de messages, des trucs d'il y a 50 ans. Moi, je veux parler d'IA. En fait, on s'en fout. Quoi. Enfin, on s'en fout pas, mais le fondamental reste le plus important. Donc, merci pour cette réponse parce que je partage entièrement. Je suis d'accord. Ouais. Christophe, merci beaucoup. Merci pour ton beaucoup, temps. c'était un plaisir. Un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé.